1er mai 1994. Ayrton Senna est installé dans le baquet de sa Williams, alors en pole position sur la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin, 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Non casqué, ce qui n'est pas habituel pour lui, le Brésilien est visiblement pensif. Il faut dire qu'une atmosphère pesante règne sur le circuit italien depuis les essais marqués par l'accident spectaculaire de Rubens Barrichello. Si le compatriote de Senna s'en est miraculeusement sorti indemne, ce n'est malheureusement pas le cas de l'Autrichien Roland Ratzenberger, décédé lors des qualifications le jour précédent. Lorsqu'il arrive à Imola, Roland Ratzenberger a presque 34 ans, soit le même âge que Senna, mais là où le triple champion du monde participe à sa 10e saison au plus haut niveau, Ratzenberger, lui, ne prend part qu'à son 3e Grand Prix et espère bien se qualifier pour la course au volant de sa modeste Simtek. Si au vu de son arrivée tardive dans les paddocks du Grand Cirque, l'on pourrait se dire que Roland est un énième pilote payant, comme la F1 en voit passer régulièrement, eh bien c'est loin d'être le cas, au contraire. Sa présence en Formule 1, l'Autrichien la doit à son palmarès, loin d'être ridicule, et à sa volonté sans faille. Quand il se lance en sport auto, ce n'est pas le caprice d'un gosse de riche, mais bien par pure passion. Les Ratzenberger ne sont pas fortunés, et les parents de Roland ne voient pas d'un très bon œil l'engouement de leur fils pour les sports mécaniques, même s'ils ne l'empêcheront jamais de s'y adonner. C'est à 16 ans que le natif de Salzbourg s'offre son premier karting avec son propre argent, avant de s'engager en Formule Ford à partir de 1983. 2 ans plus tard, il remporte les championnats allemands, autrichiens et européens de la catégorie et s'impose également lors du prestigieux Formula Ford Festival. Félicité par Johnny Herbert qui l'avait battu l'année précédente, les deux hommes parlent de leur rêve de Formule 1. Si le Britannique fera le grand saut en 1989 chez Benetton, Ratzenberger lui devra encore patienter quelques années de plus. En 1987, il remporte la course des champions et est engagé dans le championnat du monde de tourisme par BMW, son premier vrai contrat. En parallèle, il parvient à trouver de l'argent pour rouler en Formule 3 puis en Formule 3000. Il terminera 3e du championnat britannique en 88 et 89. C'est également en 1989 qu'il prend pour la première fois le départ de la mythique épreuve des 24 heures du Mans, une course à laquelle il participera à 5 reprises et qu'il terminera à la 5e position en 1993. En 1990, il rejoint le championnat d'endurance japonais et c'est là qu'il va se faire une petite réputation, au point de réussir à s'assurer le soutien de sponsors locaux afin de signer un contrat en Formule 1. C'est avec la petite écurie Simtek pour la saison 1994. Simtek qui débute elle aussi dans la discipline, même si elle gravite autour du petit monde des Grands Prix depuis quelques années déjà. En 1990, c'est vers Simtek Research que BMW se tourne pour produire un châssis en vue du retour de la marque allemande en Formule 1. Projet qui sera abandonné, et c'est finalement Andrea Moda qui alignera la monoplace modifiée pour la saison 92. Un échec puisque cette voiture ne se qualifiera qu'une seule fois en 11 participations. Pour 1993, Simtek s'associe au projet 100% espagnol Bravo F1, mais encore une fois c'est un projet qui ne verra jamais le jour. Bref, pour 1994, la structure décide de s'engager en son nom propre et aligne un duo composé de David Brabham et de Roland Ratzenberger, qui dispose alors d'un contrat pour les 5 premiers Grands Prix seulement. Les débuts sont difficiles pour l'écurie et Roland Ratzenberger ne parvient pas à se qualifier pour la première manche de la saison au Brésil. Lors du Grand Prix du Pacifique, 15 jours plus tard, disputé sur le circuit d'Aida au Japon, par contre l'Autrichien va réussir à se qualifier en 26e et dernière position. Il était alors le seul pilote à avoir déjà couru sur ce tracé, c'était à l'époque en tourisme japonais. Et puis vient ensuite Imola et des problèmes de frein sur la monoplace numéro 32 lors des essais. Dans le brouillard, l'écurie demandera même à Brabham de prendre le volant afin de corroborer les dires de l'Autrichien, ce qu'il fera. C'est donc avec de nouveaux freins que Ratzenberger s'élance pour la séance qualificative en ce samedi 30 avril 1994.
Et malgré une erreur à Aqua Minerale qui endommage vraisemblablement légèrement son aileron avant, il ne repasse pas par les stands et continue son effort pour tenter de se qualifier. Mais à l'approche de la courbe Villeneuve, le dit aileron se décroche et passe sous la S941 qui va percuter le mur de béton à plus de 300 km/h, ne laissant aucune chance à son occupant. Une disparition qui sera éclipsée par la mort de Senna le lendemain, le Brésilien qui avait embarqué un drapeau autrichien dans sa Williams afin de le brandir en cas de bons résultats. Le 7 mai 1994, Ratzenberger est inhumé à Salzbourg et peu de gens de la Formule 1 ont fait le déplacement. Parmi les gens venus se recueillir, on compte une poignée de pilotes, Herbert, Brabham, Frentzen ou encore Gerhard Berger, auxquels s'ajoute Max Mosley, alors président de la FIA. Celui qui avait cofondé Simtech Research en 1989 a préféré rester en Europe, rendre un dernier hommage à l'Autrichien plutôt que de se rendre à Sao Paulo pour les funérailles d'Ayrton Senna. Ratzenberger, Senna, voilà deux pilotes qui n'avaient rien en commun et qui, depuis maintenant 30 ans, sont irrémédiablement liés par un des week-ends les plus sombres de l'histoire de la Formule 1.